Bonjour, alors voilà, je m'appelle Christian Raymondin, je suis suisse d'origine et je vis depuis déjà 40 ans en Amérique du Sud, au Venezuela. Et ce changement de latitude m'a motivé à élaborer une théorie sur le comportement. Une théorie qui, pour le moment, c'est une hypothèse, non? J'estime que c'est une théorie, mais pour le moment, ça ne l'est pas encore, ça n'a pas encore été accepté. Et j'ai terminé celle-ci il y a déjà une dizaine d'années. Je suis allé la présenter à Paris, au musée de l'Homme de Paris. J'avais été invité à participer à cette manifestation intellectuelle. Il y avait plus de 900, je crois, sociologues, psychologues, etc., qui, tour à tour, présentaient leurs déductions, leur point de vue sur ce qui pourrait être l'évolution de notre civilisation. Voilà. Au bout d'une semaine d'écoute, j'ai pris la parole et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui se disait. Et je prétendais qu'au lieu de regarder les gens depuis la fenêtre, il fallait plutôt regarder tous les grands déséquilibres que nous avons causés, nous les Européens, en particulier les cultures françaises, italiennes, qui sont la base de notre civilisation, mais en tout cas pas évolutive, sinon destructive. Quand j'ai dit ça, j'ai été expulsé de la salle. Et dehors, il y avait 4 ou 5 anthropologues qui sont venus me dire « Écoutez, monsieur, vous avez certainement raison, mais vous voyez, nous vivons de notre culture et ça va être très difficile qu'on accepte votre théorie. » Je leur ai dit « Mais ou nous sommes scientifiques ou bien ou nous ne le sommes pas. » Je me suis vraiment senti très mal à l'aise parce que je sais très bien que mes déductions sont tout à fait logiques. Et je ne m'attendais pas à ce que des scientifiques spécialisés les rechassent ou ne les acceptent pas, bien qu'ils s'apercevaient que j'avais certainement raison. Je me suis senti un peu comme un missionnaire de la Croix-Bleue au milieu de vignerons, quoi. C'était vraiment pas drôle à voir du tout. Ça me fait penser surtout à ces spécialistes de la diète qui ne sont pas retenus quand ils donnent des recettes contre le cancer, parce que évidemment les diètes rapportent beaucoup moins d'argent que les médicaments ou la chimio. J'ai ressenti un peu ça. Et donc pendant ces 10 dernières années, je me suis posé la question comment est-ce que j'allais présenter un jour ma théorie. Comment? C'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'enregistre avec l'aide d'un copain une vidéo qui présente ma théorie, mais de façon très condensée, sans en toucher tous les petits détails. Je veux simplement faire appel à la curiosité des gens spécialisés ou des gens très intéressés sur le sujet. Voilà. Pour être intéressé sur le sujet de l'évolution, en ce qui me concerne, il faut être une personne complètement ouverte, scientifiquement parlant, et éliminer toute influence religieuse, culturelle et philosophique. Se mettre dans un état d'esprit tout à fait observateur, analyste, comme si on regardait des fourmis et on essayait de les comprendre comment elles se reproduisent et comment elles survivent. Ma théorie est sous cet angle-là. Donc c'est inutile de me poser des questions en rapport à ces 3 tendances-là, religieuses, culturelles ou philosophiques, parce que je n'y répondrai même pas. Alors, comment est-ce qu'elle se présente? D'abord, toute ma théorie est basée sur cause et effet, c'est-à-dire que comme la Terre est née d'une explosion, tout notre comportement est dû à une chaîne d'événements scientifiques qui ont fait que nous en sommes arrivés à ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Nous avons multiplié la population par 7 en moins de 200 ans. Nous avons détruit presque le 30%
du système de reproduction d'oxygène. Nous avons tué des milliers d'espèces d'animaux. Nous polluons l'air, etc., etc. Et nous basons notre philosophie de vie sur le développement. Donc mettre du béton sur de l'herbe, c'est vraiment pas croyable. Toute la publicité est basée sur le luxe, sur le surplus, sur ce dont on n'a pas besoin, qui détruit absolument tout le système écologique. C'est pas vrai, l'homme n'est pas insatisfait de nature, c'est complètement faux. C'est nos cultures qui créent cette insatisfaction-là et tous ces complexes. Comment est née ma théorie? C'est-à-dire que je suis le fils d'un père qui buvait trop et depuis très jeune, pour me défendre, j'ai dû analyser son comportement de façon à ne pas être surpris et de ne pas être la victime de ses mauvaises humeurs. Donc depuis très très jeune, j'ai vécu dans un monde d'analyse. Les professeurs, etc., au service militaire, partout. Je vis dans un autre monde, mon monde de l'analyse. C'est pas très drôle, c'est pas un avantage, c'est un défaut, mais enfin, c'est comme ça. Ça m'a permis de créer cette théorie que je présente en conférence, qui dure à peu près 1 heure. Donc, comment est-ce que ça se présente? Donc, cause et effet. Personne n'est coupable. Tout est une chaîne d'événements qui nous amène à être comme nous sommes au jour d'aujourd'hui. C'est un déséquilibre. Nous sommes dominés par 2 énergies, une énergie dynamique et une énergie statique, donc l'homme et la femme, un peu comme le soleil et la lune sur la terre, 2 énergies. Ces 2 énergies-là se retrouvent dans tout. C'est la société et la famille, c'est l'altruisme et l'égoïsme, c'est l'esprit et le matériel, c'est l'homme et la femme. Ces 2 énergies-là sont propulsées par les 5 sens. Donc la vue qui est tout à fait manipulable. On ne domine pas la vue. Aujourd'hui, on aime une forme, demain, on n'aime plus. Suivant les modes, on change 3 fois par année de concept visuel. La vue nous oblige à acheter, à dépenser sur des objets ou sur des besoins qui sont absolument superficiels. Nous sommes complètement hypnotisés par la consommation qui est assujettée à la vue. La femme a une vue, a une réception. Donc après la vue, on verra l'ouïe. C'est assez fou, le 90% de la population mondiale aime les chansons en anglais, mais personne ne les comprend. C'est assez fou, on donne des conférences pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais les gens retiennent à peu près 5%, rien d'autre. Qu'est-ce que l'ouïe? On est dans une voiture, dans une queue pas croyable, on s'énerve et tout à coup on passe notre musique préférée à la radio, tiens, on aimerait rester dans la voiture, on change complètement d'humeur. C'est assez fou, l'ouïe retient vraiment très très peu. Et tout est communication, mais en fait, on retient vraiment très très peu. Alors, qu'est-ce que l'ouïe? L'ouïe d'une femme est différent de l'ouïe d'un homme. De là, les 2 voix différentes. Ça, c'est très très important, sur une nouvelle fois, l'importance des 2 énergies. Après, on verra l'odorat. L'odorat, en fait, je n'ai pas réussi à comprendre quelle importance c'était chez les hommes. Par contre, chez les femmes, c'est tellement important qu'on souffre de conséquences incroyables pour vendre des dérivés de son odorat qui lui changent complètement son système d'accouplement. Je ne donne pas plus de raisons sur ce sujet-là parce que c'est vraiment très très grave ce qu'on fait avec l'odorat de la femme. Ensuite, le goût, donc on s'alimente, mais on peut s'alimenter par exemple
d'aliments complètement négatifs pour notre métabolisme. On peut devenir malade et aimer les aliments qui nous rendent malades. On peut toute notre vie manger 3 fois plus que ce dont on a besoin. Alors donc le goût est vraiment traître et on ne domine vraiment pas. Qu'est-ce que le goût? Quelle énergie? Quelle est son utilité scientifique? Et ensuite le toucher. Le toucher, essayez de vous faire chatouiller tout seul, vous n'y arriverez pas. Alors le toucher, quelle importance ça a? Donc c'est très très important de savoir l'utilité des 5 sens parce que nous faisons très peu cas. On place le cerveau au-dessus des 5 sens, ce qui est complètement faux parce que les messages sont reçus par les sens et ensuite interprétés selon les coutumes, selon les cultures, etc. Nous sommes complètement manipulés par les sens en nous faisant croire que nous sommes les maîtres à bord avec notre cerveau. C'est complètement faux parce que c'est deux énergies complètement différentes, l'énergie cérébrale et l'énergie sensuelle. Nous ne dominons pas les 5 sens et plus nous essayons de les dominer et plus nous devenons déséquilibrés. D'ailleurs, les peuples ou les gens les plus cultivés sont les gens les plus éloignés de leur propre nature. Alors, quand on est arrivé à comprendre la fonction des 5 sens, on arrive facilement à comprendre la fonction du cerveau, qui est absolument déterminable et tout à fait compréhensif. Nous mélangeons absolument le tout et c'est une des raisons pour laquelle les pays les plus développés ont énormément de problèmes de drogue, de divorce, d'alcoolisme, etc., psychique. Voilà. Quand on arrive à ça, on regarde scientifiquement parlant comment fonctionnent les relations sexuelles. C'est alors très très facile quand les cerveaux et les sens travaillent en harmonie. Mais c'est comme ce n'est pas notre cas, alors on voit tout le monde avec des problèmes sexuels assez graves. Après ça, on verra deux cas exceptionnels. Un, ce sont les jumeaux et les sosies, donc des gens qui se ressemblent. Comment se comportent-ils? Pourquoi se comportent-ils de cette forme-là? C'est vraiment dingue. J'étais moi-même fiancé pendant 7 ans avec une jumelle. Et ça m'a ouvert un esprit incroyable et critique sur le comportement des jumeaux, qui est très très important pour nous comprendre nous-mêmes. Des jumeaux qui sont séparés à l'âge de 8 ans et se retrouvent 20 ans après, ils s'habillent pratiquement la même chose sans savoir vu, c'est assez dingue. Mes analyses sur les jumeaux ne sont pas faites seulement sur 2 exemplaires, sinon une douzaine que j'ai connues dans ma vie. Et les osies, 2 personnes qui ont exactement le même visage et qui vivent à des kilomètres de différence. Assez fou, là. Assez fou. Après, nous verrons l'homosexualité. Bon, l'homosexualité, moi, jusqu'à 45 ans, il ne fallait pas m'en parler. Vraiment, c'était vraiment pas mon sujet. Et même en faisant un effort, je me suis dit, jamais j'arrive à comprendre ce comportement-là. Et bon, je suis tombé dans une situation vraiment dingue. Je suis parrain d'une jeune fille avec qui il y avait une excellente relation sentimentale et j'étais très très ami, je suis toujours d'ailleurs, très ami avec sa maman. Et depuis toute petite, je l'encourage comme peintre à développer ses dons, etc. Il y a toujours eu une excellente confiance entre elle et moi. Et un jour, à 18 ans, elle dit « Tiens, je veux te parler, là, j'aimerais bien te raconter quelque chose. » Et puis, en s'asseyant à côté de moi, tout ça, elle m'avoue être lesbienne. Je vous avouerai, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas du tout comment répondre. J'ai commencé à suer, là, et je ne savais vraiment pas comment réagir. Et comme je ne voulais surtout pas lui couper son élan, son initiative,
j'ai dû l'écouter un bon moment. Et le comble, c'est qu'elle m'a demandé de le confier à sa maman. Alors la situation est devenue vraiment très, comment se dirait, délicate. Et ça m'a pris pas mal de semaines de réflexion. Enfin, j'y suis arrivé. Et grâce aussi que ma femme avait comme assistant dans le magasin un homosexuel. Bon, j'ai plongé sur le thème et au bout de 3 semaines, j'étais arrivé à mes conclusions. C'est incroyable de voir comment on les traite, c'est incroyable de voir comment ils sont jugés. Les relations sexuelles ne sont pas du tout dépendantes de la force cérébrale, etc. C'est un autre sujet. Ça, je vous expliquerai, il n'y a vraiment ni honte ni culpabilité là-dedans. Bon, alors nous en étions restés sur le sujet de l'homosexualité. Voilà. Ça, c'est la première partie de la conférence. La deuxième partie, c'est sur le social, le groupe, la tribu, la collectivité. Alors, le premier thème, c'est les paradigmes. Les paradigmes, ce sont toutes ces habitudes que nous héréditons et qui sont très souvent pas analysées, qu'on défend sans le savoir. On est capable d'avoir peur d'un animal tout à fait inoffensif. On est capable d'aimer une statue sans connaître son origine, etc., etc. Les paradigmes, c'est un réflexe collectif qui très souvent peut être très dangereux. Voilà. Alors on verra la racine des paradigmes pour arriver aux religions. Voilà. Quel est le dénominateur commun des trois religions principales, christianisme, bouddhisme et religion musulmane. Quels sont les dénominateurs communs, comment elles naissent et quelle est la source de l'origine de leur succès, pourquoi elles naissent dans ces pays-là. Bon, c'est très facile de tirer des conclusions et c'est aussi très très intéressant de voir comment dans le christianisme, il a été créé 2 sortes de sociétés, qui est matriarcale et patriarcale, ce qui est nord et sud, ce qui explique toutes les grandes différences de comportement entre les latins et les pays du nord, au point de vue pauvreté, au point de vue consommation défrénée dans le nord, etc., etc. Au travers de ces 2 structures de société-là, on arrive à comprendre quelles sont les souches de la religion et leur envergure et le danger qu'elles représentent. Alors quand on en arrive là, on arrive aux cultures. Les cultures sont des dérivés des religions, ce qui n'a rien à voir avec les coutumes. Alors quand on comprend d'où sont nées les cultures, on comprend très bien que les cultures ne sont pas un avantage ou ne sont pas le reflet d'une évolution. Tout au contraire, les cultures sont une matérialisation d'un manque psychique des peuples qui les créent et qui les cultivent. Très grave, très dangereux. C'est très très important de comprendre d'où sortent ces cultures-là. Alors on verra l'italienne, évidemment, la française, la suisse, la japonaise, la nord-américaine, l'anglaise, en fait toutes les principales cultures de notre société qui ont créé des désordres et des déséquilibres planétaires. Voilà. Ensuite, nous arriverons à l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est très intéressant de voir pourquoi est-ce que l'Afrique est le berceau de la civilisation la plus vieille du monde et que dans certains endroits, ils vivent pratiquement comme il y a 2 ou 3 000 ans. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas au sommet du développement? Ça, c'est vachement important à comprendre et ça nous fera comprendre aussi de cette manière pourquoi nous avons créé ces différences-là. Alors, quand on aura compris le thème de l'Afrique, on arrivera au peuple primaire qu'on appelait primitif.
ce qui est d'ailleurs une définition tout à fait équivoque. Comment est-ce que j'ai pu tirer mes conclusions là? J'ai eu un assistant qui venait directement de l'Amazonie pendant 1 an. Là, j'ai découvert un homme d'une intelligence incroyable qui ne savait même pas écrire. Et j'en suis resté vraiment bouche bée pendant 1 an, tout ce que j'ai pu déduire comme capacité dans une personne qui n'avait aucune influence culturelle ni d'éducation comme la nôtre, dans ce cas comme la mienne, quoi. Et puis plus tard, j'ai connu un guide de l'Amazonie qui n'était jamais sorti de l'Amazonie, qui parlait 5 langues. Ça, j'en suis resté époustouflé. Je me suis dit, si Berlitz était là en ce moment-là, il n'y croirait pas non plus. Et plus tard, j'ai connu un grand cinéaste qui, lui, avait un assistant aussi de l'Amazonie qui me parlait de ses capacités incroyables et qui a même dit un jour, si Spielberg l'avait connu, je crois qu'il me piquerait mon assistant pour être un mec vraiment hors pair. Là, j'avais déjà 3 exemples, et surtout un qui n'était pas le mien, qui me mettait la puce à l'oreille. Et plus tard, j'ai connu aussi un cas assez extraordinaire d'un Suisse, un gamin suisse qui était né à Lausanne et qui était amené en Amazonie à l'âge de 7 ans. Et ses parents avaient monté un camp d'infirmerie pour une tribu et le fils a voulu y rester. Il a fait toute son éducation de l'âge de 7 ans à 16 ans avec la tribu. Donc il vivait avec eux, il a une mère, un père adoptif, il a des frères adoptifs, il parle le langage et tout. Alors pour moi, quand je l'ai connu là, donc il avait déjà 35 ans, j'ai appris tout ce que je devais apprendre sur le langage, sur les structures, etc. etc. Et c'est pour ça que je suis arrivé à des conclusions absolument scientifiques, je dis scientifiques, jusqu'à la génétique, qui explique pourquoi nous ne sommes pas sur une onde évolutive, mais tout au contraire autodestructive. La bombe atomique, etc., c'est pas conçu par les mecs intelligents, c'est pas le résultat d'une intelligence supérieure, ni les téléphones portables, ni rien du tout. C'est un résultat d'une civilisation complètement déséquilibrée. Et si nous prenons pas conscience de ce déséquilibre-là, eh bien, nous allons tout droit à notre perte. Voilà. Alors, je m'engage, je me fais responsable de mon hypothèse ou de ma théorie à 100%, il n'y a aucun problème, mais surtout ne venez pas avec des références culturelles, religieuses ou philosophiques. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si j'étais très clair parce que je ne parle plus très bien le français. Enfin, de toute façon, les 10 premières conférences ne coûtent rien. Je dois être écouté au moins par 10 collèges différents de façon à diffuser mon livre. Mon livre est terminé, mais je ne peux pas le diffuser avant d'avoir été écouté par plusieurs collèges qui accepteront ma théorie comme valable. Voilà, c'est tout. Raison. Je me suis senti un peu comme un missionnaire de la Croix-Bleue au milieu de vignerons, quoi. C'était vraiment pas drôle à voir du tout. Ça me fait penser surtout à ces spécialistes de la diète qui ne sont pas retenus quand ils donnent des recettes contre le cancer parce que évidemment les diètes rapportent beaucoup moins d'argent que les médicaments ou la chimio. J'ai ressenti un peu ça. Et donc pendant ces 10 dernières années, je me suis posé la question comment est-ce que j'allais présenter un jour ma théorie. Comment? C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'enregistre avec l'aide d'un copain une vidéo qui présente ma théorie, mais de façon très condensée, sans en toucher tous les petits détails. Je veux simplement faire appel à la curiosité des gens spécialisés ou des gens très intéressés sur le sujet. Voilà. Pour être intéressé sur le sujet de l'évolution, en ce qui me concerne,
il faut être une personne complètement ouverte, scientifiquement parlant, et éliminer toute influence religieuse, culturelle et philosophique. Se mettre dans un état d'esprit tout à fait observateur, analyste, comme si on regardait des fourmis et on essayait de les comprendre comment elles se reproduisent et comment elles survivent. Ma théorie est sous cet angle-là. Donc c'est inutile de me poser des questions en rapport à ces trois tendances-là, religieuses. Bonjour, alors voilà, je m'appelle Christian Raymondin, je suis suisse d'origine et je vis depuis déjà 40 ans en Amérique du Sud, au Venezuela. Et ce changement de latitude m'a motivé à élaborer une théorie sur le comportement. Une théorie qui, pour le moment, c'est une hypothèse, non? J'estime que c'est une théorie, mais pour le moment, ça ne l'est pas encore, ça n'a pas encore été accepté. Et j'ai terminé celle-ci il y a déjà une dizaine d'années. Je suis allé la présenter à Paris, au musée de l'Homme de Paris. J'avais été invité à participer, mais en tout cas pas évolutive, sinon destructive. Quand j'ai dit ça, j'ai été expulsé de la salle et dehors, il y avait 4 ou 5 anthropologues qui sont venus me dire « Écoutez, monsieur, vous avez certainement raison, mais vous voyez, nous vivons de notre culture et ça va être très difficile qu'on accepte votre théorie. » Je leur ai dit « Mais ou nous sommes scientifiques ou bien ou nous ne le sommes pas. » Je me suis vraiment senti très mal à l'aise parce que je sais très bien que mes déductions sont tout à fait logiques et je ne m'attendais pas à ce que des scientifiques spécialisés les rechassent ou ne les acceptent pas, bien qu'ils s'apercevaient que j'avais certaines... À cette manifestation intellectuelle, il y avait plus de 900, je crois, sociologues, psychologues, etc., qui, tour à tour, présentaient leurs déductions, leur point de vue sur ce qui pourrait être l'évolution de notre civilisation. Voilà. Au bout d'une semaine d'écoute, j'ai pris la parole et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qui se disait et je prétendais qu'au lieu de regarder les gens depuis la fenêtre, il fallait plutôt regarder tous les grands déséquilibres que nous avons causés, nous les Européens, en particulier les cultures françaises, italiennes, qui sont la base de notre civilisation